Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, nous allons parler des agences de communication. Qu'est-ce qu'on ferait sans les agences de communication? Elles sont là, elles nous aident, elles nous présentent des gens qui viennent là sur ces plateaux pour justement avoir des débats passionnés. Alors, les agences de communication, Isabelle Lebon, directrice associée de Peter Otto. Bonjour, merci d'être avec nous. Tariq Dali, consultant chez DGM Conseil. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Provost, directeur associé de Rumeurs Publiques. Tout à fait. Bonjour, merci d'être avec nous. Ladies first. Isabelle, comment est-ce qu'on fait pour parler d'automobile? Comment est-ce qu'on fait pour promouvoir l'automobile à l'extérieur? C'est un vaste débat parce que l'automobile en France, c'est quand même un très gros secteur et ça revêt des présentations très diverses. Vous avez l'automobile déjà en tant qu'objet automobile, vous avez le sport automobile, vous avez le patrimoine automobile. Donc ça fait, je dirais... Il y a des milliers de façons de parler de l'automobile. On peut en parler d'un côté très ludique, on peut en parler d'un côté économique. Et ça a beaucoup changé parce qu'avant, la voiture faisait rêver. Enfin, quand je dis avant, c'était au siècle dernier. Et aujourd'hui, la voiture, c'est moche, ça pollue, ça sent mauvais, ça gêne, ça coûte cher. Ouais, tout à fait. Le problème, c'est qu'il faut réintroduire du plaisir, réintroduire de l'amour dans l'automobile. Ce qui, effectivement, en ce moment, c'est un vaste sujet parce que les Français ont un vrai problème maintenant avec l'automobile. C'est vrai que les références, les différentes restrictions en matière de circulation, les nouvelles réglementations, le Dieselgate, ça a été diverses opérations qui ont amené les Français à se poser des vraies questions sur l'automobile. Mais est-ce qu'on arrive encore à faire rêver avec Chantilly Art Élégance, avec le Tour Auto, avec... Oui, parce que les Français ont quand même conscience que l'automobile, c'est quelque chose qui fait partie de leur patrimoine, parce que quand même une grosse partie de l'automobile a été inventée en France. Et il y a quand même beaucoup de voitures... La voiture de luxe était Exactement, française voilà. Pendant des années. Et sur les routes de France, il y a beaucoup maintenant d'événements qui font que les voitures anciennes sortent dans la rue. Et les Français sont vraiment amoureux des belles voitures et ils sont très fiers de leur patrimoine automobile. Il y en a toujours un qui vient vous voir et qui vous dit « Ah oui, là vous avez l'Alpine, moi mon grand-père il avait la même. Ah, il y a une 4 chevaux, et moi ma mère en avait une, j'allais à l'école en 4 chevaux. » Donc ils sont vraiment très très amoureux. C'est la Madeleine de Proust. Exactement, ils sont vraiment très amoureux de leur voiture ancienne. Et ça, c'est un fil conducteur qui n'aura pas de fin, c'est-à-dire que... Non, parce qu'il ne s'agit pas de parler du patrimoine en parlant de la nostalgie. Moi, je suis favorable à parler du patrimoine comme facteur de transmission et surtout essayer d'évoquer qu'en France, on a toujours inventé des choses. On a inventé au début l'automobile et qu'on continue d'inventer. Donc, il ne faut pas opposer, je dirais, l'automobile ancienne et l'automobile nouvelle, la voiture autonome, etc. Dire plutôt que les constructeurs français et même, je dirais, la filière française s'est inscrite dans une continuité d'innovation et qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Et ça ne vous empêche pas également de parler d'autres sujets beaucoup plus actuels, comme justement la mobilité, on va y venir. Olivier, mon cher Olivier. Alors, je ne vais pas jouer les contrariants par rapport à ce que vous venez de dire, mais oui, bien sûr, il y aura toujours des amoureux de l'automobile et puis qui adorent les voitures anciennes, et puis je crois qu'on est tous amoureux de la Jaguar Type E, etc. Non, je n'ai jamais aimé cette voiture. Ça existe. Ça existe. C'était celle que Umberto Agnelli disait que c'était la plus belle voiture du monde, alors que c'était pas une Fiat. Ça existe. Mais moi, je crois que le marché aujourd'hui, il est plus là. C'est-à-dire que je crois aujourd'hui, enfin, il suffit de regarder, je crois qu'il y a 75% des jeunes Parisiens qui n'ont pas leur permis de conduire. Combien ? 75% des jeunes Parisiens qui n'ont pas leur permis de conduire. Ah bon ? 75%? Oui, tout à fait. Mais des jeunes entre 16 ans et 16 ans et demi ou... Ah non, vous prenez la tranche 18-22. 18-22. Ouais, bon. Ils passent le permis plus tard, ça c'est sûr. Si, ils passent le permis, et on verra comment ça évolue. Mais je crois que pour cette frange-là, milléniaux, génération X, Y, Z, avec toutes les lettres que vous voulez, je crois qu'aujourd'hui... Ils se font covoiturer, mais aujourd'hui, c'est plus la notion d'automobile qui compte, ça va être la notion de mobilité. Mobilité, c'est pour ça qu'on est là. Et que c'est pour ça qu'aussi qu'on parle de Mobility TV. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette notion de mobilité, ça commence au vélo, à Vélib. Et ça, vous en êtes emparé, de la mobilité? Nous, aujourd'hui... Vous êtes dit, tiens, là-dessus... Aujourd'hui, on rêve, et j'espère qu'on y arrive, d'être l'agence de référence de la mobilité. Donc ça va à un moment du futur Vélib, puisque Vélib Métropole, c'est nous qui nous en occupons. Indigo, qui était dans les parkings, puisque c'était l'ex-Vinci Park, et qui se lance aujourd'hui dans les vélos en free floating, et qui va sans doute se lancer aussi dans les scooters. Mais ça va aussi jusqu'à un des sponsors de l'émission, qui est 3A Data, qui est la base de données sur toutes les immatriculations, mais qui ne comprend pas que la voiture, tout véhicule qui a une plaque et qui passe en carte grise. Et puis, pour pousser le fil jusqu'au bout, on peut aller jusqu'à Hyperloop. Nous, aujourd'hui, on est en discussion avec Hyperloop pour devenir leur agence en France. Voilà, la mobilité, ça va du vélo jusqu'à complètement l'autre bout de la chaîne. Et dedans, il y a tout. La
voiture est une composante de ça, mais c'était la seule composante ou la composante essentielle, ça ne le sera plus forcément demain. Tariq Dali, DGM, c'est un groupe assez énorme, vous avez des clients extrêmement prestigieux. L'automobile également... Il se trouve que nous avons également des clients dans le secteur automobile, alors peut-être sous une autre acception, puisque nous sommes plus dans l'industrie, hein. J'ai des clients dans l'équipement automobile, des clients dans le service, dans la location de voitures. Alors... tout ce qui a été dit, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Olivier a donné un chiffre tout à l'heure. On est dans une... Il faut pas voir uniquement l'automobile sous l'aspect français ou encore moins l'aspect parisien. Effectivement, il a donné un chiffre tout à l'heure sur les jeunes gens qui ne passaient pas leur permis de conduire. Il faut savoir aussi qu'il n'y a que 57... les acheteurs de voitures neuves ont en moyenne 57 ans. Oui. Donc c'est un âge très avancé, ça veut dire qu'il y a des gens très âgés qui achètent des voitures et les jeunes n'en achètent plus. Cependant, dans le monde entier, on produit, on va finir cette année avec 93 millions de voitures neuves produites. Et l'objectif, l'OICA annonce 100 millions en 2019. Donc ça augmente. C'est un marché qui continue à augmenter. Vous avez un besoin de mobilité, donc on est dans le sujet de la mobilité. La mobilité pour un Chinois, la mobilité pour un Africain, la mobilité pour un Argentin, ça n'a pas la même acception que pour un Français. Le Chinois, lui, il veut sa voiture. L'Indien aussi. Donc le marché automobile, lui, va continuer à croître. En revanche, dans nos pays développés où on a des voitures depuis longtemps et où effectivement on se retourne vers le patrimoine, vers les voitures historiques, etc., il y a toujours un besoin de mobilité, mais il est un peu différent. La voiture, on va plus jamais en parler de la même façon. On est à une césure. Moi, souvent, je dis que ces années-là, on vit un peu la mutation. On va surtout les vivre dans une dizaine d'années, un peu comme au début du XXe siècle entre le cheval et la voiture à moteur. Voilà. Est-ce que voilà, on va devoir s'adapter? Est-ce qu'on va... En fait, je dirais que tout dépend de l'endroit où on habite. Il est clair que si on est un Parisien, les besoins de mobilité d'un Parisien sont à l'opposé de quelqu'un qui habite en zone rurale ou dans une grande banlieue. Le Parisien, il a tout à sa disponibilité. Il a les autoroutes, mais quand vous communiquez, Isabelle Lebon, vous communiquez aux Français. Donc vous ne pouvez pas dire, je vais communiquer un peu pour Clermont-Ferrand, beaucoup pour Paris, un petit peu pour Lille. Vous savez maintenant qu'on communique vers les gens à travers différents médias et à travers différents canaux. Donc on peut tout à fait cibler les gens vers qui on parle et la façon dont on leur parle. Mais quand même en France, jusqu'à maintenant, surtout dans toutes les régions, quelqu'un qui n'a pas d'automobile ne peut pas aller travailler. Ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, on lui demande d'avoir une voiture pour avoir le job. Mais c'est vrai qu'on va certainement maintenant parler au-delà de la voiture en tant que telle, plutôt parler de l'outil qui permet de se déplacer, qui peut être effectivement... Et qui est très loin de la Jaguar Type E, malheureusement. Qui est très loin de la Jaguar Type E. Pardon. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 57... il fallait avoir 57 ans en moyenne pour acheter une voiture neuve, mais il faut beaucoup moins pour louer une voiture. Oui. Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer que les publicités automobiles aujourd'hui, on ne met plus le prix de la voiture, on met le loyer. Le prix de la location. Tout à fait. Olivier. Je crois qu'on est en train de vivre une révolution et qu'on mesure pas jusqu'où elle va aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut savoir ce que va donner, par exemple, le développement de la voiture autonome. Mais c'est clair que si... On a quand même quelques idées. Je crois qu'on n'imagine pas à quel point ça va être une révolution. En tout cas, je pense que la moyenne des Français ne s'y intéresse pas, parce qu'on se dit, on verra comment ça se passe. Mais les professionnels qui s'intéressent à la voiture autonome, dont je fais partie, je peux vous dire que, ça va aller très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croit, et le changement va être radical. C'est pour ça que je parle du cheval et de la voiture à moteur. D'ailleurs, j'aime bien l'image du cheval, parce que quand vous discutez avec des fans de voiture, ils vous disent, non, mais la liberté, c'est ce qui compte le plus, jamais on privera cette liberté. Je réponds toujours, mais attendez, les gens en 1900, ils voulaient avoir la liberté de galoper sur l'avenue de la Grande Armée. Et puis au bout d'un moment, on leur a dit, t'es gentil, si tu veux aller galoper, tu vas aller sur un champ de course. Voilà. Parce que là, désormais, c'est fini. Et rien ne dit que dans 10 ans, on ne dira pas, tu veux faire de la vitesse, tu vas sur un circuit. Ouais. Parce que désormais, c'est des voitures autonomes. C'est déjà ce qui se passe un peu, de toute façon. C'est déjà le cas. Oui, mais pour faire de la vitesse, pense que ça va aller sur un circuit. Parce que ça va aller encore plus vite. Et je suspecte, Olivier, de faire du tuning sur les petites routes, non? Je vous vois bien, non? Pas du tout. Et juste pour donner un autre exemple, là où je disais qu'on n'imagine pas la révolution que c'est, aujourd'hui, il y a une réflexion qui est de dire, est-ce que demain, le moteur de la voiture ne sera pas la route? C'est-à-dire que c'est pas la route qui va transmettre l'énergie à des systèmes autonomes qui n'auront plus besoin de motorisation parce que l'énergie arrivera du sol. La data et l'énergie. Il y a déjà eu effectivement des expérimentations, notamment en Angleterre. On imagine des routes solaires avec de la data, mais demain, l'énergie pourrait venir de la route. Et typiquement, par exemple, les industriels du béton sont en train de réfléchir à du béton qui envoie l'énergie dans des véhicules. Alors, messieurs, dames de la communication, puisque la sémantique est très importante pour vous, est-ce que
vous avez peur de la disparition ou de la mutation du mot voiture? Non, parce que le mot voiture restera toujours attaché justement à certains modèles, à un certain art de vivre, à un certain art de se déplacer. Mais il est vrai que le mot voiture en tant que tel, il y a de fortes chances qu'il appartienne bientôt au registre du passé, peut-être au même titre que le fiacre, etc. Je suis pas convaincu. Mais on risque plutôt d'aller plutôt vers des véhicules, parce que maintenant on est plus dans une idée de se transporter. Brouette, c'est un avion. On dit la voiture autonome, on essaie de dire le véhicule autonome, on dit plutôt la voiture autonome, enfin je ne sais pas. On dit le VA. Non, c'est pas ce que c'est. Non, mais regardez, on prenait l'exemple du cheval. Le mot cheval n'a pas disparu. Voiture, mais le cheval n'a pas disparu, mais il est renfermé dans un haras. La voiture désignera peut-être une certaine catégorie. Je vous mets au défi d'aller à votre bureau à cheval. On prendra des photos, on les mettra sur Twitter. C'est un moyen de se véhiculer. Vous allez à Compiègne, il y a un musée de la voiture et vous avez tous les véhicules, depuis les chaises à porteurs, et ensuite les fiacres, les chevaux, et vous avez les automobiles. Et ça, c'est le musée de la voiture à Compiègne. Donc je pense que la voiture, je pense pas que le mot disparaisse. Est-ce que dans des agences comme Peter Auto, qui encore une fois s'est spécialisé dans la promotion de la belle voiture ancienne, dans la Madeleine de Proust, dans ces voitures qu'on admire, va également connaître une évolution vers ce qu'on appelle la mobilité? On le fait déjà. Oui, tout à fait, mais nous, notre révolution, elle est plutôt vers aller des véhicules qui sont peut-être parfois un peu plus récents pour toucher des catégories de personnes qui sont plus jeunes. Après, on est vers des formats d'événements qui essaient de toucher des gens très différents, ou des formats comme le concours Chantilly Élégance, qui est plutôt un concours d'élégance et qui touche des gens différemment. Mais on est sans arrêt à la recherche de nouveaux concepts qui permettent de faire vivre les voitures anciennes et de toujours faire rencontrer la voiture, l'automobile, avec son public et avec un nouveau public. Ça, c'est une certitude. Donc, toujours rester... Oui, et vous venez de dire rencontrer un nouveau public. Je pense qu'il y a une chose qu'on n'a pas abordée, c'est qu'on a parlé... le sujet, c'était la communication autour de la voiture. Et la communication change aussi. Ce que je veux dire, c'est que non seulement la voiture change, mais même la façon dont... j'ai essayé un peu de vous alpaguer avec le mot voiture. La façon dont on va communiquer, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, je vais caricaturer, ça va faire sourire Tariq, mais le communiqué de presse du constructeur disant « qu'est-ce qu'elle est belle ma voiture » va être mort pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y aura plus la voiture, et ensuite parce qu'il n'y aura plus le communiqué de presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, tout ça va s'insérer dans des conversations. Il y aura quoi à la place du communiqué de presse ? Des conversations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment on parlait à un moment des millénials, quand ils parlent entre eux, ils parlent de solutions de mobilité, ils ne parlent pas du tout de voiture. Donc il va falloir qu'on s'adapte aussi à ces Mais des conversations, c'est-à-dire du TripAdvisor, en disant moi j'aime ma voiture, je la like. Mais aussi du réseau social, mais aussi de l'Instagram, mais aussi tout ça. C'est-à-dire que globalement, la communication classique qui était notre métier, je fais communiquer, derrière j'appelle des journalistes et j'essaie de les intéresser au truc, même ça va bouger et c'est en train de bouger. Vous êtes d'accord ? La communication descendante, elle tend vraiment à pas disparaître pour l'instant, mais vraiment à se modifier. On est bien plus effectivement avec les réseaux sociaux, dans des conversations de public à community manager, avec beaucoup plus d'échanges. Ça nécessite une adaptation très forte de nos agences. Ça nécessite d'avoir des gens qui sont formés à répondre très vite, et on doit prendre la parole, je dirais, de façon très rapide, très impulsive vis-à-vis du public. Et c'est vrai que ça modifie vraiment clairement notre façon de travailler. Tariq Dali, là-dessus ? Non, mais je suis entièrement d'accord. Il est vrai qu'on ne va plus communiquer pour dire ma voiture est belle. Ça, c'est évident. Mais je reviens à ce que on va dire mon plastique est beau. Non, alors, si, ça c'est un autre aspect, c'est-à-dire que l'outil automobile, la voiture automobile existera toujours. Alors elle sera autonome, elle ne sera pas autonome, mais encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait fabriquer 100 millions de voitures et que la courbe va continuer à se prolonger encore dans plusieurs dizaines d'années. Alors maintenant, après, il y a une question d'énergie aussi, c'est-à-dire tout à l'heure on parle de la voiture essence, on parle de la voiture électrique, on n'a pas parlé d'hydrogène, et là je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de constructeurs. Les Asiatiques ont commencé, mais maintenant un constructeur comme Daimler Mercedes s'y met aussi. L'hydrogène, c'est aussi une solution d'avenir, et il y a des équipementiers qui s'y intéressent. Et on adaptera les communiqués de presse, bien sûr, à ces nouvelles... Et les conversations à ces nouvelles énergies. Merci Isabelle Lebon, merci Tariq Dali et Olivier Provost d'avoir participé à cette table ronde sur Mobility TV.